Et c'est votre grande table des idées du vendredi qu'on ouvre aujourd'hui avec ce sujet, la science-fiction, espace d'émancipation, avec un écrivain de l'imaginaire, l'auteur de science-fiction Alain Damasio, invité ce week-end du festival Questions d'éthique au lieu unique à Nantes, sur le thème Demain surhumain, contributeur par ailleurs d'un éloge des mauvaises herbes aux liens qui libèrent, paru l'été dernier, et au bal des actifs, Demain le travail, une anthologie parue l'an passé à la Volte, maison d'édition indépendante qu'il a co-créée, auteur enfin il y a 20 ans, mais le livre a été réédité d'un roman fondateur, La zone du dehors, reparu à la Volte édition en 2007 sur la société du contrôle. Bonjour Alain Damasio. Bonjour. Merci d'être avec nous. Demain surhumain, grande question. Alors comment prendre la mesure de ce qui nous arrive? Est-ce que vous pensez, vous, Alain Damasio, vraiment que la technologie va changer nos vies et nous changer nos corps, le rapport à soi? Elle change déjà nos vies de façon incroyable. Je pense qu'on est dans une société qui est vraiment l'âge du technocène, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde anthropotechnique massif. On est, moi, ce que j'appelle un technococon, c'est-à-dire qu'on vit à l'intérieur d'un univers dans lequel les dispositifs techniques sont omniprésents. On a toujours sur nous nos portables. On passe la journée entière sans une minute connecté à un dispositif. Donc après, que ça rentre dans le corps, que ça devienne effectivement au niveau du surhumain, des implants cérébraux, que ça devienne des greffes, que ça devienne des puces, qu'on essaye de plugger la mémoire ou les cerveaux dans la machine, ça c'est plus, à mon avis, justement de la science-fiction, mais de la mauvaise science-fiction. C'est-à-dire c'est une promesse qui permet de mobiliser des crédits, qui permet de faire beaucoup de choses, mais je ne crois pas que ça soit l'essentiel. Je crois que l'essentiel, c'est le dispositif technique qui est autour de nous et avec lequel on interagit en permanence, quoi. C'est ça qui nous modifie, c'est ça qui nous modifie socialement, psychologiquement, qui modifie nos rapports aux autres, au monde. Et ça, c'est plus important que les mythes, pour moi, du transhumain. Oui, donc cette idée de modifier et améliorer l'homme génétiquement, physiquement, psychiquement, cette utopie transhumaniste, elle relève plus du champ du mauvais rêve que du champ de tous les possibles. Ouais, ça relève du champ vraiment de la promesse, et je pense que c'est très puissant, la promesse, et surtout à une époque où, voilà, on le dit beaucoup, les grands récits ont tendance à s'effondrer. On a du mal à avoir une perspective progressiste forte et sur lequel orienter un peu les sociétés. Donc le transhumanisme vient s'insérer là-dedans. C'est un peu comme une eau qui vient se mettre dans ces failles-là et qui propose un grand récit, qui propose l'amélioration de l'humain, l'augmentation de l'humain, qui propose un dépassement surtout de nos cadres ontologiques, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment subvertir ces cadres ontologiques, c'est-à-dire dépasser le vieillissement, arriver à la mort de la mort, parce que j'adore, moi, ça, tu veux le tuer la mort, quoi. Évidemment les maladies, évidemment la souffrance, dépasser tout ça. Donc, or, ces cadres ontologiques-là, c'est ce qui fait la finitude humaine, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce qu'on vit. Et eux promettent sur ce champ-là. Donc, on est sur, de la technoprophétie, on est sur moi j'appelle ça du storytelling para-religieux, parce que c'est vraiment, on a les mêmes procédés, on a les procédés du Messie qui vient annoncer... par exemple, l'avènement de la singularité, c'est-à-dire le moment où les IA vont devenir plus puissantes que le cerveau humain et vont diriger le monde. On a des notions comme ça qui sont très très proches de pratiques religieuses, ou en tout cas moi j'appelle ça mythopoïèse religieuse, c'est-à-dire la faculté à créer des mythes sur lesquels on va tout de suite accrocher, qui mobilisent des affects communs très forts. Et là-dessus, ils sont puissants, effectivement, parce qu'on a du mal à échapper à ce désir d'immortalité, on a du mal à échapper à l'idée qu'on pourrait arrêter de souffrir, qu'on pourrait arrêter de vieillir. C'est des choses qui font partie des mythes fondateurs même de l'humanité. Le premier texte qu'on connaît de Gilgamesh, il est déjà sur l'immortalité, quoi. Il est déjà appuyé sur ce type de récit-là. Donc, ils viennent s'inscrire là-dedans. Mais c'est pour ça que c'est fort, et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse, c'est que ça met en place une sorte de guerre des imaginaires dans lequel ils arrivent avec la prétention d'être très pointus scientifiquement et au niveau de la recherche, et on se rend compte qu'en réalité, ça n'avance extrêmement peu et que c'est largement bidon, mais le récit qui est derrière est lui extrêmement mobilisateur, et c'est pour ça que ça a un impact, voilà, dans le champ social et dans le champ culturel fort, quoi, pour... Et vous qui êtes un écrivain de l'imaginaire, quel imaginaire lui opposer du coup dans cette guerre? Donc là, on a le champ de bataille, c'est là où mais c'est le cœur de mon travail, c'est-à-dire que il faut monter une armée. Voilà, oui, moi je considère que l'écrivain de science-fiction, d'abord il est là pour non pas pour anticiper, mais pour décrypter le présent, quoi. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité, pour moi, dans la lecture
des tendances les plus fortes qui traversent et qui travaillent le présent. Et dans ces tendances-là, essayer de dégager pas seulement de dystopie, parce qu'on a été très fort pendant très longtemps en science-fiction là-dessus, c'est-à-dire à imaginer des mondes atroces, quoi, des mondes cauchemardesques, des monstres post-apocalyptiques, etc. Mais oui, mettre en place des mondes désirables. Voilà. Donc moi, j'essaye de travailler là-dessus. Bon, dans mon prochain roman, Les Furtifs, là, qui doit sortir en avril. Enfin, diraient Enfin, certains. ouais, diraient certains, ils ont raison, puisque ça fait quand même plus de 10 ans que je fomente ce roman. Là, je travaille effectivement sur le vivant et autour du vivant. C'est-à-dire que pour moi, s'il y a un avenir enviable et désirable, c'est dans un retour au vivant. Et dans une hybridation beaucoup plus forte avec ce vivant, plutôt qu'une hybridation technologique, cyberpunk, etc., qui est le rêve SF standard, j'ai envie de dire. Donc, moi, je suis plus dans ces champs-là. Je suis plus autour aussi politiquement de ce qui se passe dans les ZAD, notamment dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire, j'essaye de mettre en place, alors je rigole, hein, mais c'est des ZAG, c'est des zones autogouvernées. Je mets en place des zouaves, c'est des zones où apprivoiser le vivre ensemble, c'est ça que veut dire l'acronyme. Donc je mets en place des types de communautés dans lesquelles, effectivement, le rapport au vivant est redevenu intense, est redevenu fort, et sur lequel on essaye d'échapper, je dirais, au technococon au maximum. En tout cas, de le déchirer, et puis en se servant quand même des techniques, mais en essayant d'en sortir. Dans cette question qui vous sera tous posée lors du festival Questions d'éthique au lieu unique à Nantes, auquel vous participez, Alain Damasio, demain surhumain, il y a cette question du surhumain. Est-ce que le surhumain ne veut pas dire plus d'humain? Au contraire, que dans ce surhumain, il faut entendre moins d'humain. Ouais, c'est une très bonne humain question. Augmenté, mais... moi, je dis... c'est que ce terme surhumain, c'est marrant parce qu'il fait appel, il résonne avec Nietzsche, etc. Mais Nietzsche qui avait été extrêmement perverti, évidemment, par le nazisme, récupéré et perverti par le nazisme. Quand Nietzsche parle du surhumain, c'est un terme magnifique parce que c'est un homme dans lequel c'est l'homme qui va au bout de ce qu'il peut. Voilà. C'est comme ça qu'il le définit. C'est-à-dire c'est l'homme qui dépasse les forces réactives presque fondatrices de l'humain, c'est-à-dire le ressentiment, la mauvaise conscience, l'idéal ascétique, la rancœur, la jalousie, toutes ces passions tristes et négatives. Et qui, au contraire, est sur les passions affirmatives, et notamment vitalistes, et qui va au bout de ses possibilités, de ses capacités, etc. Mais qui va au bout avec ses propres puissances internes, c'est-à-dire qui va au bout avec ce qu'un homme, sans ajout, sans technoprothèse, est capable de faire, c'est-à-dire sa capacité d'imagination, de création, de penser, et ce surhumain-là, moi, je trouve qu'on n'y est pas, effectivement, et qu'on doit éduquer, qu'on doit se former, qu'on doit se cultiver, qu'on doit écrire des livres pour amener les gens vers ce surhumain-là. Et moi, je dis, voilà, on n'a pas à devenir plus qu'humain, c'est ce que proposent les transhumanismes, mais on a à devenir plus humain. C'est-à-dire, moi, j'oppose, alors c'est une espèce de contrassonance très humain à transhumain, mais dans mon très humain, qui est très nietzschéen, très spinoziste, c'est cette idée vraiment d'aller au bout de ce qu'on peut, et de dire, on a une surface sensible qui aujourd'hui est archi mobilisée par l'économie de l'attention, on est hyper sollicité, on est soumis à cette espèce de chaîne stimulation-réaction permanente, et par rapport à ça, il faut retrouver une surface sensible, une capacité d'être affecté, une capacité à filtrer ça, et à retrouver tout ce tissage avec le vivant qu'on a perdu. On s'est coupé énormément du vivant, et il faut retrouver la façon de retisser, de réétoffer, de réenrichir ce rapport au vivant. Mais heureusement, ça arrive, puisqu'on a des livres comme les livres sur les arbres, etc., notamment, qui montrent, ça y est, que enfin, on se retourne et on recomprend d'où on vient, on recomprend à quoi on est lié, et à partir de quoi on peut se reconstruire, et surtout retrouver une forme de vitalité que, à mon sens, on est en train de perdre en s'enfermant dans la chrysalide de fibre optique dans lequel on est, quoi. Donc, voilà, oui, cet enjeu-là est très important. Et le très humain, pour moi, c'est ça. C'est l'humain qui pousse ses capacités de vie et ses puissances de vie, voilà, qui persévère dans son être, comme disait Spinoza, et qui, du coup, va être non seulement énormément connecté aux autres, énormément articulé aux autres, énormément en recherche de l'altérité, mais aussi va intensifier tout ce réseau de liens avec la nature, avec le monde, avec les animaux, évidemment, avec la forêt, et ça revient, c'est marrant, dans les ZAD, c'est quelque chose qui est très couplé, par exemple. On couple la lutte avec une articulation écologique forte. On est dans ce doublon-là. En tout cas, le plus d'humain, tel que vous le décrivez, Alain Damasio, c'est le contraire du plus humain qu'on a pu notamment entendre. Nous venons de la Chine la semaine dernière, oui. Cette affaire des premiers bébés génétiquement modifiés de l'histoire par un scientifique chinois à l'aide de la technique. Une enquête a été ouverte, les chercheurs suspendus, c'est un scandale. Retour. Cette équipe de chercheurs chinois vient-elle de faire naître les premiers bébés génétiquement modifiés?
Loulou et Nana seraient des jumelles nées ce mois-ci d'un père séropositif. Les scientifiques auraient introduit dans leur génome une protéine de synthèse les immunisant contre le virus du sida. Pour le responsable de cette expérimentation, c'est une avancée scientifique majeure dans la lutte contre le VIH. Je porte une grande responsabilité, pas seulement parce que c'est une première scientifique, mais aussi parce que je veux en faire un exemple, montrer que ce genre de choses est possible. Voilà une info qu'on a eue la semaine dernière et qui nous interroge aussi sur l'idéologie qui peut résider dans la technologie. On loue le progrès des sciences, des techniques. Mais est-ce que vous pensez, vous, Alain Damasio, qu'il n'y a pas de technologie neutre, comme il y aurait une neutralité du net ? Il n'y a aucune technologie neutre. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et c'est pourtant un cliché extrêmement répandu de toujours dire, bon, bah voilà, ça dépend de l'usage qu'on fait de la technologie, etc. Non, bien sûr, elle n'est pas neutre parce que déjà, à l'origine, les crédits de recherche affectés, on ne cherche pas dans n'importe quel champ. On cherche parce qu'on a les crédits pour chercher, quoi. Et le choix déjà politique d'affecter les crédits à tel ou tel domaine est déjà en soi absolument pas neutre, quoi. Et ça, on l'oublie très souvent quand la communauté européenne, par exemple, lance le Human Brain Project, par exemple, où on essaie de simuler un cerveau humain informatiquement et qu'elle met 1 milliard dessus. C'est 1 milliard qui ne va pas, par exemple, à la recherche sur la communication végétale, par exemple, sur la communication entre les arbres, qui est un nouveau champ de recherche qu'on pourrait énormément explorer, ou sur des capacités animales qu'on ne développe pas ou sur lesquelles on ne cherche pas parce que l'éthologie dispose de crédits extrêmement faibles. Moi, aujourd'hui, si j'avais la possibilité d'affecter des crédits, je les affecterais à la recherche sur la communication animale, sur la communication végétale, sur le vivant, en travaillant vraiment sur notre rapport au vivant. C'est pas le cas, c'est pas ce qui est fait. Et c'est pour ça que le transhumanisme est dangereux. Ok, ce n'est qu'une fiction, ok, c'est qu'une mythopoïèse et qu'une fabrication de récits, mais ce récit-là dispose de crédits. Ce récit-là vampirise, siphonne des crédits. Donc, c'est absolument pas neutre. Et ensuite, une fois que la technologie est en place, elle modifie notre rapport au monde de façon extrêmement forte, quoi. Quand on voit une technologie aussi simple que le portable, c'est incroyable ce qu'elle a modifié dans nos rapports sociaux, humains, psychologiques, dans notre construction personnelle, dans la façon dont on s'interface avec les gens. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où, ne plus être connecté, ce n'est plus possible. La société est parfaitement transformée, révolutionnée. Pour moi, les 2 grandes révolutions, par exemple techniques, c'est pas de faire de l'eugénisme comme le fait ce médecin chinois, c'est de dire, il y a eu les réseaux avec Internet et il y a eu l'arrivée du portable, et ces 2 technologies-là ont suffi bien plus à modifier ce qu'on est. Donc il n'y a aucune neutralité là-dedans, quoi. Ça, c'est clair. Oui, certains vont dire que c'est un choix. Vous n'en avez pas, vous, par exemple? Oui, c'est un choix, mais bien sûr. Mais c'est très intéressant parce que même en faisant le choix de ne pas avoir de portable comme moi, que c'est un choix tout à fait personnel de disponibilité au monde, je suis forcément inclus dans une société pour laquelle c'est la norme, puisque 98% aujourd'hui des gens ont un portable. Donc le fait de ne pas être joignable, de ne pas pouvoir joindre à chaque moment, pose problème, évidemment, à mes proches, pose problème à des gens avec qui je vais travailler, crée une espèce de disruption dans mes rapports et fait que de toute façon je suis dans un monde qui est connecté, donc si je m'en extrais, je suis obligé de faire face à ces déconnexions. Donc c'est un choix qui s'inscrit dans un monde qui est déjà préconstruit et dans lequel il faut bien que je me débrouille avec mon refus du portable, à l'assumer, à devoir le porter, à devoir... Donc il suffit pas de choisir individuellement, voilà, c'est évident. C'est-à-dire qu'on est inséré dans quelque chose de beaucoup plus vaste que nous. Donc, ouais, c'est ce que nous disait aussi Jean-Claude Michéa, qui avait fait le même choix que vous et qui racontait presque la difficulté à l'assumer. Ah, mais c'est à la fois à la marge. À la fois, c'est très émancipant et très aliénant aussi de pas en avoir. C'est les 2 à la fois. Mais il faut choisir sur quel axe on veut être émancipé et quel axe on accepte d'être aliéné, en fait. Voilà, le choix est cornélien. Je reviens au premier bébé génétiquement modifié, donc cette affaire chinoise. Là, il s'agissait de réécrire, ou en tout cas de couper une partie des portions du génome. Pourquoi tripoter, trafiquer cet ADN? C'était de manière préventive pour résister au virus du sida, disait le chercheur chinois qui a imaginé cela. Pour le généticien français Axel Kahn, tout ça est une folie. Déjà, ces bébés sont pas malades. Ensuite, ils n'avaient rien demandé à personne. Et surtout, a-t-il dit, ce chercheur a l'impression de préparer l'humain à un environnement futur dont il ne connaît rien. Ça, c'est intéressant, parce que quand vous nous disiez que tout à l'heure, la science-fiction est aussi un art du présent, on peut l'appliquer à cette recherche-modification. Est-ce que c'est là que la science-fiction peut être utile ? Oui, elle peut être utile il y a certains domaines où l'anticipation, la capacité de prospective, je pense, peut être utile.
moi, je le vois beaucoup plus utile encore une fois, dans les tendances qui nous traversent aujourd'hui et qu'on va extrapoler. Généralement, on intensifie certaines tendances et on essaye de montrer ce que ça va donner. Voilà. On a un rôle, forcément, de lanceur d'alerte, on a un rôle d'alarme et on essaye surtout de mettre en scène, de mettre en récit, de permettre l'identification à des personnages dans un monde où, effectivement, ça va être altéré et en montrant qu'est-ce que ça impliquerait. Parce qu'on ne voit pas forcément... Quand un médecin comme ça modifie le génome pour éviter que les enfants aient le virus du sida, tu te dis, pourquoi pas, tu vois. Et en réalité... c'est un cheval de Troie. C'est-à-dire que c'est ça, souvent. Le transhumanisme fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il part du handicap, il part de la maladie, il part de choses qui sont indiscutables. C'est-à-dire qu'il part de la réparation, en disant on va réparer quelque chose qui est horrible. Et on se dit, ouais, super. Sans voir que derrière la réparation, il y a l'amélioration non voulue, non désirée, non demandée même par les enfants. Et que cette amélioration en tant que telle pose l'humain comme fondamentalement handicapé. C'est-à-dire que le glissement, c'est ça. C'est dire, je pars de handicapé, et au nom du handicap, je répare. Et là, tout le monde dit, oui, bravo, c'est génial. Et puis ensuite, je dis, oui, mais l'homme normal, en fait, il est fondamentalement handicapé, même l'homme normal. Et au nom de ce handicap, par rapport à ce qui pourrait être, on postule le fantasme du transhumain, il faut l'améliorer pour atteindre ce fantasme. Donc, c'est ce petit glissement en disant, l'homme normal lui-même est handicapé. Voilà. Vieillir, c'est pas normal. Tu vois, c'est un handicap. Il y en a qui peuvent ne pas vieillir. Donc, si vous vieillissez, c'est que vous êtes handicapé. Donc, et on pousse tout le monde comme ça très rapidement à quelque chose qui est... Donc le danger est là, mais souvent le problème c'est que l'éthique vient après coup, quoi. Voilà. Moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que souvent l'éthique a un coup de retard. Voilà. Axel Kahn, c'est fabuleux ce qu'il fait, et notamment sur l'éthique, ça fait des années qu'il travaille dessus, mais souvent si les comités d'éthique sont créés, c'est qu'il est déjà trop tard, quoi. Et il est trop tard parce que l'imaginaire aussi a été préconstruit pour accepter ce type de scénario. Et c'est là que c'est pour ça que moi je parle de bataille de l'imaginaire, c'est que selon comment l'imaginaire a été construit auprès, par exemple, mais sur des choses très simples comme le jeu vidéo, qui vont construire les univers de science-fiction avec des types de comportements particuliers, si vous habituez les ados à être dans ce monde-là, avec des augmentations, avec des prothèses, avec des surpouvoirs, etc., après, l'imaginaire est prêt pour ce qui arrive. Alors, vous évoquiez là. Ouais. Et donc, en face, c'est pas de dire cet imaginaire est débile et il faut le bloquer, c'est pas d'être bioconservateur ou bioréactionnaire, c'est de dire, moi, qu'est-ce que je propose en alternative de désirable. Voilà. Quel avenir désirable, moi, je peux proposer par rapport à ce qui se fait. Voilà. Dans cette guerre des imaginaires, vous évoquiez la fonction de vigie, la fonction d'alerte des écrivains, notamment de science-fiction. Je vous propose d'écouter les mots de l'un des plus célèbres auteurs américano-russes, Isaac Asimov, auteur du cycle des robots, qui a édicté les 3 lois de la robotique. Écoutez ses prédictions, ça date de 1974. Est-il préférable pour l'humanité d'être libre de prendre des décisions qui aboutiront probablement à sa propre destruction, ou bien doit-elle s'en remettre au contrôle des machines pour son confort et son bonheur, au prix de sa liberté? Alors, que souhaitez-vous le plus? Croyez-vous possible d'avoir les deux? Moi, je ne donne pas de réponse. Je me contente de poser les problèmes. Dans mon livre La fin de l'éternité, je présente ce choix entre contrôle et sécurité, ou bien liberté et danger. Dans les robots, je choisis contrôle et sécurité. Dans La fin de l'éternité, je choisis liberté et danger. Donc en parcourant mes livres, vous pouvez me voir prendre différents points de vue. Je veux présenter les pièces du dossier dans un cas comme dans l'autre. C'est au lecteur de choisir. Et votre choix, vous, alors? Car les gens peuvent dire, évidemment, c'est facile de poser les problèmes, de dire, vous avez le choix. Et vous, alors, quel est votre choix? Moi, mon choix, je ne peux évidemment ne parler que pour moi. Ça n'a rien à voir avec le sort du monde qui exige peut-être contrôle et sécurité. Mais ce que je choisis, moi, c'est la liberté et le danger. Vraiment, je pense que plus la technologie sera avancée, plus chacun aura voix au chapitre. Et vous, quel est votre choix, Alain Damasio? Pas sûr que vous fassiez le même qu'Isaac Asimov. Ouais, surtout qu'Isaac Asimov, voilà, c'est toujours discutable sur les axes politiques, mais moi, évidemment, je fais le choix de l'émancipation, c'est-à-dire de dire, ok, on est dans un monde technologique extrêmement déployé. Ces technologies ont aussi un pouvoir émancipateur. Voilà, il faut pas. Moi, je suis pas technophobe. Voilà, je pense que
dans les Fab Labs, dans les hackerspace, dans beaucoup de tiers-lieux, dans la façon dont les hackers fonctionnent, dans le développement de logiciels libres, etc., on a la possibilité de redonner de l'autonomie aux gens, de leur permettre de bricoler, de leur permettre de créer leur propre machine ou d'utiliser des machines où il y a une autonomie technique dessus et pas une espèce d'hétéronomie. Vous voyez, une société malheureusement comme Apple crée des logiciels et crée des machines qui nous mettent sous la pression de l'hétéronomie, c'est-à-dire qu'on ne peut rien modifier de ce qu'on utilise. Il faut retrouver cette autonomie technique, voilà, qu'il faut la redonner aux gens, donc il faut leur apprendre aussi à programmer, à coder, à crypter, à s'anonymiser, à utiliser des logiciels libres. Et tout ça, c'est la voie de l'émancipation que la science-fiction peut aussi proposer. Et après, il y a l'enjeu plus politique, plus large de la liberté. Mais ça, c'est encore... Pour moi, encore une fois, c'est pas vraiment la liberté en tant que telle, mais la faculté à se lier, à s'articuler au vivant qui est décisive. À partir du moment où on referme le technococon, si une technologie, on l'utilise pour fermer son rapport au monde, pour se protéger, pour filtrer le monde, je pense qu'on fait un mauvais choix. Voilà. Moi, je pense que la technologie doit nous empuissanter, elle ne doit pas nous impuissanter. Et la plupart, malheureusement, des technologies qu'on nous propose sont des technologies de fermeture, de protection, nous aident à sécuriser notre environnement, nous donnent du contrôle. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle donner du pouvoir aux gens, donner du contrôle aux gens, mais leur retirer de la puissance. Voilà, moi, je pense qu'on doit chercher des technologies qui nous empuissantent et pas qui nous impuissantent. Voilà, parce que cette médiation technologique, elle est omniprésente. Elle est omniprésente. Mais même, par exemple, il y a des enjeux fantastiques sur le jeu vidéo, par exemple. Le jeu vidéo, c'est très critiqué. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, ça mobilise 25 heures par semaine d'un adolescent, c'est colossal. Mais dans le jeu vidéo, il y a des jeux vidéo qui sont extraordinaires pour développer l'imagination, pour développer la capacité de repérage dans l'espace, qui sont fantastiques pour construire, élaborer, déployer des facultés cognitives qui sont fondamentales. Et puis, tu as des jeux vidéo qui sont des boucles addictives, qui sont des boucles dopaminiques sur lesquelles le gamin, il est fermé dans un cycle récompense, frustration, récompense, frustration. Ça ne lui apprend strictement rien, ça verrouille même ses circuits neuronaux, ça a été prouvé, etc. Et là, on est dans un type de technologie qui est impuissante au final et qui rend addictif et qui, en plus, ferme complètement le rapport au monde, quoi. Donc, c'est là qu'il faut être fin, et c'est là qu'une éducation très fine, notamment aux jeux vidéo, par exemple, c'est une catastrophe pour moi, l'éducation nationale, qu'on n'enseigne pas les jeux vidéo, les différents types de jeux vidéo, qu'est-ce que c'est qu'une cour d'apprentissage d'un vidéo, qu'est-ce que c'est qu'un gameplay, qu'est-ce que c'est qu'une mécanique de jeu. C'est des choses qui sont fondamentales, et quel jeu un parent doit proposer à ses enfants pour qu'ils se développent dans l'ouverture, voilà, et pour que la technologie l'aide à s'émanciper, et pas l'inverse. Et ça, c'est compliqué, quoi. Et il n'y a pas d'association, à mon sens, qui font ça. Il n'y a pas de cours dans la technologie, en éducation nationale qui fait ça. On est complètement démunis sur ce genre de choses. Or, c'est des facteurs d'émancipation très forts, et c'est des modes de construction pour l'adolescent qui sont très forts. Les ados se construisent, se subjectivent à travers les jeux vidéo. C'est un des grands vecteurs de subjectivation. Donc, si on ne s'intéresse pas à ça, effectivement, on referme tout, quoi. Voilà, on fait la chorale de Jean-Michel Blanquer et l'éducation aux jeux vidéo d'Alain Damasio. Emmanuel Todd, dans le nouveau numéro de la revue Books, parle de l'importance qu'a pris dans sa vie, dans ses recherches, la science-fiction, lecture importante pour lui. Il appelle d'ailleurs à lire et à relire Ubik de Philippe Cadic. Ça, c'est fantastique. Et il dit que sans toutes ces lectures, il aurait probablement jamais pu imaginer, prévoir la chute de l'Union soviétique, qu'il a autorisé à penser les retournements à la manière de Cadic, ce maître du retournement. Ça, c'est aussi l'importance aujourd'hui de la science-fiction, pour vous aussi, Alain Damasio. Ouais, parce que la grande force, moi, je considère que c'est vraiment un genre majeur, la science-fiction, contrairement à ce qu'on peut dire. Je pense même qu'on a un âge d'or de la science-fiction aujourd'hui, c'est-à-dire que à partir du moment où le monde est vraiment anthropotechnique, la science-fiction est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Et comme elle est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui, elle peut beaucoup plus finement que d'autres genres, pour moi, que le thriller par exemple aujourd'hui, ou la littérature blanche, beaucoup plus profondément sentir ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Voilà. Et ce à quoi peut aboutir, par exemple, le génisme, ou je sais pas, je prends le ciseau génétique CRISPR-Cas9, qu'est-ce que ce ciseau génétique peut produire, inventer, mettre en place? Ça, c'est typiquement ce qu'un auteur de science-fiction va pouvoir développer. Il va mettre en scène des personnages, un avenir, un univers dans lequel le ciseau génétique fonctionne. Qu'est-ce que ça produit? Quel type d'histoire ça génère? Qu'est-ce que ça crée, quoi?
Et ça, cette faculté, voilà, à créer un monde, à créer un récit, à mettre en place des personnages, à créer cette identification au personnage qui est un moteur incroyable, affectif, incroyable de la lecture, hein. Ça fait que vous transmettez pas seulement des idées comme je le fais là, mais vous transmettez des perceptions, vous transmettez des sensations, vous transmettez des affects. Et c'est souvent à travers les affects que les idées vont passer, qu'on va comprendre certaines choses. Si je vous dis attention, le ciseau génétique CRISPR-Cas9 c'est dangereux, ou si je dis attention, l'eugénisme, comme vient de le faire le chinois, c'est dangereux, vous allez me dire, J'entends, mais je ne ressens pas. Voilà, vous ressentez rien. Si par contre je mets en place quelqu'un qui effectivement modifie son enfant et qui devient mi-temps hybride et que ça modifie énormément de choses derrière, vous allez rentrer dans le récit et vous allez comprendre. Ouais. Il veut dire que je ne voudrais pas que ça arrive au mien. En tout cas, et souvent même les intellectuels, moi je vois les intellectuels se nourrissent énormément de la SF, c'est vrai. Moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant ouais c'est super. Et moi je suis toujours un peu étonné parce que j'ai l'impression de faire de la sous-philosophie des fois, ou en tout cas d'être un philosophe raté. Comme des gens ont l'impression d'être un écrivain raté, souvent on fait des liens comme ça. Et moi j'ai un philosophe que j'adore qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant, et il me dit mais non, mais au contraire ça me nourrit énormément parce que justement tu m'apportes des perceptions et des affects que j'ai pas moi quand j'écris ou quand je pense telle ou telle réalité, quoi. France Culture avec le sous-philosophe mais grand écrivain de l'imaginaire Alain Damasio. Il est 13h22. Je rappelle que vous serez l'invité ce week-end du festival Questions d'éthique au lieu unique à Nantes sur ce thème demain surhumain. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Alain Damasio, on retourne en Chine avec le système de crédit social qui est en train d'être installé, qui permet de noter les citoyens, des données qui seront mutualisées pour savoir si vous êtes un bon ou un mauvais citoyen. Extrait d'un reportage de France 24. Imaginez une société dans laquelle tout ce que vous faites, ce que vous dites ou ce que vous achetez est contrôlé et évalué par les autorités. Ce n'est pas de la science-fiction. En Chine, c'est une réalité. Dans le pays, désormais, les citoyens sont notés. C'est ce que le Parti communiste chinois appelle le crédit social. Chen Kezhong, lui, figure sur le mur d'honneur grâce à un comportement exemplaire. La raison, c'est que j'aide à maintenir le village propre. J'aide aussi les gens à améliorer notre environnement. Et j'ai aussi aidé des habitants à s'enrichir. Je suis fier, mais c'est aussi beaucoup de pression parce que quand tu es sur ce mur, tu veux toujours être meilleur. Les bons citoyens bénéficieront de réductions sur leurs factures et obtiendront des prêts à la banque plus facilement. Les mauvais citoyens, eux, seront interdits d'acheter des billets de train ou d'avion. En utilisant les moyens donnés par le crédit social, on va pouvoir établir une liste noire de personnes et créer ainsi un système de punition qui sera basé sur une théorie scientifique. Ces punitions vont servir de coup de fouet pour reconstruire les valeurs morales. Notre société en a besoin. Alors ce n'est pas de la science-fiction, mais ça l'a été, la notation généralisée. Vous l'avez imaginé, dans la zone du dehors, Alain Damasio, le cauchemar serait en train de devenir réalité. Qu'est-ce qu'il y a pour vous derrière ce système de notation? Quel fantasme, quel désir de société presque absolu, avec cette omniprésence? Je crois que c'est vraiment l'aboutissement d'une volonté de contrôle qui... Mais je pense qu'elle est consubstantielle à l'être humain. C'est-à-dire qu'on a contrôlé notre environnement très vite. On est l'espèce qui a contrôlé... qui a contrôlé la nature, qui a contrôlé la maladie, qui a contrôlé le froid, qui a contrôlé l'habitat, etc., qui a très très vite mis en place cette logique de contrôle pour survivre. Et ça s'est développé, donc cette espèce de source anthropologique s'est développée ensuite avec un levier fantastique qui est la technologie, et qui est ce que j'appelle aujourd'hui, moi, la société de la trace, c'est-à-dire un monde dans lequel chaque acte, chaque mouvement, chaque déplacement, chaque achat produit une trace, et que cette trace, évidemment, est orpaillée, data minée, et produit même de la richesse. Parenthèse que l'on retrouvera dans votre prochain roman, donc Les Furtifs, qui sortira en avril prochain, cette idée de furtivité ou comment devenir furtif. Comment échapper justement à la société de trace. Mais moi, le contrôle, je trouve que c'est un thème extraordinairement intéressant parce que c'est aussi une pulsion positive, c'est-à-dire que c'est une pulsion qui permet de reprendre pied et de reprendre place et de reprendre un peu de pouvoir dans un environnement qui est souvent très incertain. Mais c'est aussi une pulsion négative en ce sens où elle vient répondre à un besoin de rassurance, elle vient de répondre à des peurs, quoi.
Et moi, je suis frappé aujourd'hui, c'est-à-dire que moi quand j'ai bâti le clastre dans la zone du dehors, c'est-à-dire que ce système, effectivement, de classement généralisé de la population, où chaque être, du coup, a même le nom de son classement. C'est-à-dire que le président s'appelle A, le Premier ministre B, etc., quoi. Et c'est d'ailleurs une des rares prophéties, je pense, qui s'est révélée vraie, mais c'est assez horrible. Mais surtout, c'était l'idée que voilà, ce contrôle, il a été vertical, c'est-à-dire qu'il a été contrôlé, on va dire, des médias, si vous voulez, de l'armée, de la police, du gouvernement sur les citoyens. Mais ce contrôle, il devient, pour moi, secondaire. C'est plus le contrôle croisé qui, aujourd'hui, est extrêmement important. C'est-à-dire que le père contrôle sa fille en regardant son portable, la fille regarde ce que son père a été voir sur Internet, le futur embauché googleise son patron, le futur patron demande à des hackers d'aller voir le compte Facebook du futur embauché pour voir ce qu'il va faire, etc., quoi. Donc on a un contrôle croisé extrêmement puissant, un espionnage presque croisé extrêmement puissant. Et puis il y a le contrôle intime aussi, qui est très fort, ce que j'appelle moi l'intracontrôle, l'autocontrôle ou ce côté self-care, hein, qu'on a, c'est-à-dire qu'on est capable d'autocontrôler nos vies, de courir avec nos pulsations cardiaques, notre tension enregistrée par le smartphone. On veut des systèmes connectés d'e-santé comme ça qui nous disent à chaque moment où on en est, est-ce qu'on est en forme ou pas. C'est-à-dire qu'on a une peur qui se généralise et on demande à la technologie de nous rassurer en permanence. Et cette volonté de contrôle-là, moi, elle me paraît extrêmement morbide, extrêmement mortifère. Et elle nous coupe encore une fois d'un rapport direct et aux autres et aux vivants. Donc je pense que cette espèce de déviance vers le contrôle, vers la trace, c'est un peu un indice pour moi de dévitalisation. Voilà, je le vois, ou en tout cas je le vis comme ça. J'ai l'intuition que ça témoigne d'une dévitalisation de l'être humain, et c'est quelque chose qui m'inquiète et qui, à mon avis, il faut essayer de conjurer. Et pour s'en protéger, pour y résister, il faut, et on terminera là-dessus, Alain Damasio, créer peut-être des espaces novateurs, même s'ils sont imparfaits. Vous avez participé à cet ouvrage collectif, Éloge des mauvaises herbes, qui revenait sur cette tentative, cette plus qu'une zone à défendre qui a été constituée à Notre-Dame-des-Landes. Comment créer ce mouvement commun et que mettre dedans? Parce que c'est un désir commun, en complètement, fait. De toute façon, moi, le D de zone à défendre, en fait, pour moi, c'est zone à désirer, c'est plutôt zone à déployer. C'est-à-dire que on a besoin d'espaces d'expérimentation, et c'est pour ça que la ZAD a été et reste extrêmement importante, parce qu'il y en a extrêmement peu en France, et notamment des territoires sur lesquels on peut, pendant une dizaine d'années comme ça, construire des nouveaux modes d'existence, où, par exemple, économiquement, vous avez le prix libre, ou vous avez des fonctionnements sur la gratuité qui sont très forts, sur le don, sur des marchés aussi, des non-marchés comme ils disent, des développements de filières bois qui sont magnifiques, où on part vraiment de l'arbre jusqu'à la table, en continuité et localement. Mais surtout, moi, simplement sur la ZAD, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les idées politiques. Moi, évidemment, je les partage et je les trouve magnifiques. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas leur dénier, je trouve, et c'est très important, c'est les corps. Quand vous allez là-bas, vous voyez des corps qui sont vivants. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui, physiquement, dans leur attitude, dans leur fonctionnement quotidien, parce qu'ils marchent beaucoup, ils font beaucoup de vélo, ils coupent du bois, ils reviennent à des choses qui étaient habituelles il y a un siècle, mais c'est-à-dire qu'ils retrouvent un rapport direct à l'environnement, à l'arbre, à la forêt, au sentier. Ils retrouvent cette force. Voilà. Et ça, cette vitalité des corps, c'est un indice qu'on est effectivement sur des espaces à déployer, et il faut déployer des ZAD, à mon avis, ailleurs, et d'autres types de ZAD même. Merci beaucoup Alain Damasio d'être venu rouvrir le champ des possibles autour de cette grande table. Rendez-vous donc pour ceux qui souhaiteraient vous y voir et qui peuvent y aller à Nantes pour question d'éthique au lieu unique ce week-end. On attend impatiemment Les Furtifs qui sortira le 4 avril prochain.